Bienvenue dans cette émission spéciale Cash Out, la fraude invisible derrière les faillites. L'année dernière, plus de 11 000 entreprises ont fait faillite en Belgique, un record depuis 10 ans. Pendant des mois, nous avons enquêté sur les hommes et les femmes qui sont devenus experts en la matière et avons établi un top 100 de ces professionnels de la faillite en série, celles et ceux qui contournent les lois de la fiscalité à leur avantage et sans limite. Certains accumulent parfois plusieurs dizaines de faillites et derrière ces dossiers non pas des entrepreneurs téméraires, mais bel et bien un système de femmes et d'hommes de paille. Ces personnes empruntent leur nom à des entreprises au bord du gouffre avant de disparaître complètement. Ces prête-noms permettent aux dettes de s'évaporer au préjudice de l'État et des créanciers. Plongez avec nous au cœur du système des faillites frauduleuses. Imaginez un petit commerce. Ces bâtonnets en bois représentent ses gérants successifs. Chaque nouveau gérant est une nouvelle pièce, qui gère à sa manière l'entreprise. À tout moment, il peut décider de démissionner et de donner les rênes à quelqu'un d'autre, puis à un autre, et ainsi de suite. Mais si le nouveau gérant sent que tout risque de s'effondrer, il s'empresse alors de léguer le commerce une dernière fois. Durant sa vie, le commerce a accumulé beaucoup de dettes. Quand il fait faillite, elles ne reviennent pas à l'ancien gérant, mais bien au dernier en date. En réalité, un homme de paille. À partir de bases de données en ligne que nous avons analysées et décortiquées, nous avons retrouvé la trace de ces hommes de paille. Et étrangement, ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent. Derrière eux se cache un véritable réseau. Certains cumulent parfois plusieurs dizaines de faillites en leur nom. Pour comprendre qui sont vraiment ces hommes de paille, nous nous sommes rendus à Bruxelles, où la plupart d'entre eux sont domiciliés, selon nos documents. Une traque acharnée d'individus souvent insaisissables. Nous avons frappé aux portes, téléphoné et questionné les voisins pour retrouver ces fraudeurs. Toutes nos révélations dans l'émission Cash Out, la fraude invisible derrière les faillites. Nous nous retrouvons sur notre plateau avec l'avocat François Frédéric. Bonsoir maître Frédéric. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Liège, oui, et vous êtes notamment spécialisé en droit des entreprises en difficulté. Et vous allez nous aider ce soir à mieux comprendre ce système de faillite frauduleuse. Mais avant cela, commençons par rappeler les bases. Comment ça se passe, une faillite ? Et pour répondre à la question, nous recevons notre journaliste économique, Emma Pumin. Bonsoir Emma. Alors, pour bien comprendre en quoi consiste une faillite, imaginons que Julien ait toujours rêvé d'avoir sa propre boulangerie. Après plusieurs années de travail acharné, il s'est enfin lancé dans l'aventure. Mais voilà, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Entre les travaux interminables du tram et la mode du régime sans gluten, les clients ont déserté sa boulangerie. Résultat, depuis quelques mois, Julien a bien du mal à joindre les deux bouts. Célia, sa fournisseuse, refuse de continuer à lui livrer quoi que ce soit sans avoir été payé. Et Clément, son banquier, refuse de lui octroyer de nouvelles avances. Pour la boulangerie de Julien, que se passe-t-il alors ? Face à cette situation, Célia et Clément ou le parquet peuvent demander l'ouverture d'une procédure de faillite, mais c'est Julien qui est légalement obligé de déclarer sa faillite. En d'autres termes, il doit faire aveu de faillite auprès du tribunal, c'est-à-dire reconnaître qu'il est dans l'impossibilité de payer ses dettes. Alors il se passe quoi, on ne paye pas ? Non, le tribunal de l'entreprise va examiner la situation et si toutes les conditions sont réunies, il va déclarer officiellement la faillite de la boulangerie. Le tribunal nomme alors un juge-commissaire et un ou plusieurs curateurs. Un curateur, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et peut-être son rôle dans la faillite ? Un curateur, c'est un avocat, appelons-le ici Maître Corbeau. Son rôle n'est pas de sauver la boulangerie ou de la relancer. Le curateur est là pour rembourser les personnes à qui Julien doit de l'argent. On appelle ces personnes des créanciers. Et dans ce cas-ci, qui sont les créanciers de Julien le boulanger ? Alors il y a d'abord les créanciers institutionnels. Par exemple, Julien, vu que c'est un travailleur indépendant, doit des cotisations sociales à l'ONSS, c'est l'Office national de sécurité sociale. Et vu que Julien n'a pas réglé ses cotisations depuis quelques mois, eh bien l'ONSS est un créancier de la boulangerie. Mais il existe aussi des créanciers privés comme Célia et Clément. Et donc Maître Corbeau, en tant que curateur, va vendre tous les biens de la boulangerie, donc ça peut être le four, les moules à gâteaux ou encore les stocks de farine et de sucre restants. Et l'argent récupéré sert à rembourser les créanciers. Et donc on a récupéré de l'argent, comment est-ce qu'on le redistribue ? Eh bien, la distribution n'est pas faite au hasard. La loi prévoit un ordre de priorité pour le remboursement. Par exemple, l'ONSS est généralement payé en priorité
Et c'est à Maître Corbeau de veiller à ce que l'argent soit réparti selon cette hiérarchie. Une fois que c'est fait, la procédure de faillite est clôturée. Fin de l'histoire pour ma boulangerie alors. Eh bien non, parce qu'après la faillite de ta boulangerie, Julien, tu peux bénéficier de ce qu'on appelle une procédure d'effacement des dettes. Ça veut dire que tu ne seras plus obligé de rembourser les dettes de ta boulangerie qui n'ont pas été payées pendant la procédure de faillite. C'est une sorte de nouvelle chance pour toi qui te permettra de redémarrer éventuellement une autre activité commerciale. Et si la justice lui accorde cet effacement de dettes, ça veut dire que toutes ces dettes non payées sont automatiquement effacées ? Eh bien non, ça serait un petit peu trop facile. L'effacement ne concerne que les dettes non garanties. Si par exemple Julien avait hypothéqué sa maison pour garantir son prêt à Clément, eh bien cette garantie reste valable. Clément peut donc toujours saisir la maison de Julien et la vendre pour récupérer son argent. D'accord, merci beaucoup Emma, c'est bien plus clair maintenant. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Maître Frédéric, on a vu ce qu'était une faillite à l'instant et qui sont celles et ceux qui font faillite. Dans le jargon, on les appelle les faillis. Plus vulgairement ici, on les appelle les fayiteurs. On l'a dit au début, nous on s'est intéressé au fait qu'ils sont frauduleuses, mais en soi, il n'y a rien d'illégal pour un entrepreneur à faire faillite plusieurs fois. Non, effectivement, on peut faire faillite parce qu'on manque de chance, parce qu'on manque d'expérience, parce que des événements dans la vie interviennent qui font que on n'est plus à bord du bateau. Et donc, une faillite en tant que telle n'est pas frauduleuse. Et la faillite, on distinguera selon qu'elle arrive à une personne physique, le failli, ou à une société, parce qu'on va parler sans doute des administrateurs de société derrière ça. Mais donc on distingue bien faillite d'une personne physique de faillite d'une société. Mais à la base, une faillite, c'est pour ça qu'il y a des procédures d'effacement qui sont envisagées, c'est pour permettre de tourner la page, de repartir d'une page blanche. Et donc c'est ce qu'on appelle, ça vient d'Amérique, c'est le fresh start. C'est-à-dire qu'on peut s'être planté, et on peut recommencer. Et même aux États-Unis, l'idée, c'est de faire plusieurs faillites. Et puis, c'est après 2 ou 3 faillites qu'on a une certaine expérience qui permet d'aller de l'avant. Donc, dans la majorité des cas, les faillites ne sont pas frauduleuses. Dans la majorité des cas, les faillites ne sont pas frauduleuses. Oui. Mais dans le cas où elles le seraient, ou en tout cas s'il y a des anomalies, une suspicion de fraude, à qui est-ce qu'on doit signaler ces cas et qui signalerait ces cas ? Tout d'abord, il y a le curateur, évidemment, qui, lui, dès qu'une faillite est ouverte, va avoir un contact avec le parquet. Faillite dit automatiquement un dossier qui est ouvert au niveau du parquet. Et le curateur va glaner toute une série d'informations auprès non seulement des administrateurs, bien du failli, si c'est une personne physique, mais également des créanciers. Il va être renseigné sur toute une série de choses et grâce à ces informations, il va pouvoir faire un rapport au parquet et dire au parquet si la faillite lui semble normale ou s'il y a des indices d'infraction pénale. Et sur base des indices qu'il dénonce, le parquet, lui, va pouvoir procéder à une enquête, faire des auditions de personnes, des administrateurs, et éventuellement aller jusqu'à des poursuites pénales. Vous avez un peu un devoir de communication. On a, oui, automatiquement un devoir de communication. On doit rendre un rapport, c'est ce qu'on appelle un mémoire, et puis chaque année, on doit faire également une sorte de rapport qui sera lu par le juge-commissaire, puisqu'il y a un juge-commissaire qui intervient, et également par le parquet. Et en fonction des éléments, de ces éléments qu'on aura révélés, et de ce que le parquet, lui, aura découvert, il pourrait y avoir des poursuites. D'accord, merci. Et donc, à la tête de chacune de ces entreprises, il y a un gérant, plusieurs gérants successifs parfois. Est-ce qu'en Belgique, tout le monde peut devenir gérant ? N'y a-t-il pas des conditions à respecter qui pourraient peut-être empêcher certains abus ? Oui, il y a des conditions pour être gérant, évidemment. Tout le monde ne peut pas être gérant. Il y a quand même certaines compétences à avoir. Et donc, une entreprise, si c'est une personne physique, là, on ne parle pas de gérant. La personne physique, c'est, comme on l'a vu dans l'exemple, c'est le boulanger lui-même qui va avoir son activité. Si c'est une société, à ce moment-là, on passe par une autre personnalité juridique qui doit être dirigée par un gérant. Et là, le gérant doit avoir certaines compétences pour pouvoir notamment gérer la société. Donc il faut notamment la gestion. C'est toujours respecté ? Non, ce n'est pas toujours respecté. C'est pas toujours respecté. On voit que certaines personnes n'ont pas ces qualités requises ça arrive quand même assez fréquemment. Est-ce qu'il est possible d'avoir une dispense ou une gestion qui est donnée sans réellement être contrôlée ? De par les faits, on voit que, par exemple, une personne qui va travailler dans une entreprise un certain temps, et qui sera par exemple associé actif d'une société, va pouvoir, de par son expérience pendant un certain nombre d'années, être reconnu comme ayant cette capacité de gérer une société. Donc on peut ne pas l'avoir au début, mais on peut l'acquérir.
sais pas si c'était votre question. Si, oui, on d'accord. comprend mieux. Peut-être une dernière question. On a rencontré des personnes qui ne parlaient aucune des 3 langues nationales. Est-ce que ça ne pose pas problème? Ah si, ça pose problème, effectivement, ça pose des gros problèmes. Pour une personne physique, ça peut aller. Enfin, ça peut aller. Parler dans la langue nationale n'est pas une obligation. Maintenant, c'est quand même chaudement recommandé pour pouvoir avoir des contacts avec les administrations, avec les clients. Avec les clients, on peut se dire que c'est autre chose. On peut avoir une clientèle qui est turcophone, arabophone, donc ça peut être vraiment... c'est pas un indice révélateur de quoi que ce soit. Mais par contre, dans une gestion quotidienne d'une entreprise, c'est souvent révélateur de quelque chose de problématique. Ouais. Merci. On sent qu'il y a des petits trous dans le système et on comprend mieux comment des individus malhonnêtes pourraient les utiliser. Alors. Et pour comprendre les mécanismes de ce système frauduleux, nous avons enquêté pendant des mois. Un travail collectif et fastidieux. On vous montre les coulisses de Cash Out. C'est ici que tout commence, en cours de data journalisme. Et là, c'est nous, étudiants de master avec Joël Matriche, journaliste du soir. À ce moment-là, nous n'avons pas encore la moindre idée de ce qu'il nous réserve. Et puis derrière nos écrans, nous plongeons dans l'immensité des bases de données. On parcourt Grédon, la banque Carrefour des entreprises ou encore le Moniteur belge. Bref, on collecte, on rassemble, absolument aucun détail, aucune donnée ne doit nous échapper. Et très vite, grâce à une liste réalisée par une des bases de données, un premier constat se dégage. Des dizaines de faillites s'accumulent au nom des mêmes personnes. Et là on se dit, il y a un truc. Une adresse, un nom, une date, ça semble parfois anodin, mais ensemble, ils dessinent une carte, un réseau. Alors on fouille encore, on se documente, on lit d'autres enquêtes, et on comprend qu'on n'est pas les premiers à s'y intéresser. Les faillites frauduleuses, c'est un phénomène bien connu, déjà dénoncé, mais rarement puni. Et pourquoi ? Parce qu'elles exploitent les failles du système. Parce que derrière ces entreprises qui disparaissent du jour au lendemain, il y a souvent des prête-noms, des écrans de fumée. Mais derrière ces noms, il existe forcément des visages, même si la plupart sont ce qu'on appelle des hommes de paille. Alors, on décide d'aller les voir et de vérifier par nous-mêmes. On a établi un top 100 des serial fighters en Belgique, dont le roi en la matière avec plus de 130 faillites. Maître Frédéric, les warnings d'un curateur ne s'allument-ils pas lorsque l'on tombe sur un dossier pareil ? Ça devrait, et effectivement, là, il y a des failles. La solution, ce sont effectivement les procédures d'interdiction. Mais pour des défauts de moyens, d'effectifs, elles ne peuvent pas à chaque fois être mises en œuvre. Qui peut prononcer ces interdictions qui seraient vraiment salutaires pour pouvoir un petit peu faire le tri entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes? Il y a le tribunal correctionnel qui peut prononcer des interdictions, également le tribunal de l'entreprise. Dans les deux cas, on a toujours le parquet. Ça peut être des créanciers également, mais on a le parquet qui est vraiment à l'initiative d'une procédure d'interdiction. Malheureusement, il y a tellement de faillites que le parquet n'a pas la possibilité de pouvoir faire le suivi de tous les dossiers. Et pourtant, ce sont des noms, le nom de ces fameux hommes de paille, ils reviennent parfois chez les curateurs. On a rencontré maître Alain Hendricks, avocat au barreau de Bruxelles et par ailleurs curateur de la faillite du Lunch Garden. Regardez. C'est assez amusant parce qu'une société n'aura pas d'argent, pas de comptable pour publier ses comptes, mais rassurez-vous, la publication de la modification des fonctions, ça, comme c'est un homme de paille, on va la publier. Et donc là, on voit bien qu'on va publier que sont devenus administrateurs des gens qui n'y connaissent rien, qui le plus souvent d'ailleurs sont radiés d'office, et donc on ne trouve même pas en Belgique. Alors on a quelques professionnels célèbres, je crois que vous en connaissez, on ne va pas citer de nom ici. On a le sentiment que les gens nous prennent des auxiliaires de justice un peu pour des cons. Chaque curateur à Bruxelles maintenant reçoit une série de 5 à 6 faillites par tour, tous les 2 mois. Eh bien, sur 5 à 6 faillites, on rencontre une personne ou une société qui joue le jeu, 2 ou 3 qui sont très limites et 2 frauduleuses. Ce témoignage d'Alain Hendricks est plutôt signifiant puisque le curateur s'est occupé de plusieurs faillites dans l'enquête qui nous occupe. Maître Frédéric, que vous évoque cet extrait, avez-vous déjà rencontré peut-être des cas similaires dans votre carrière à Liège ? Oui, ça nous arrive souvent évidemment de tomber sur ce qu'on appelle des hommes de paille, c'est-à-dire des faux administrateurs qui ont été mis en place par de vrais dirigeants de fait. Donc quand on parle d'hommes de paille, en miroir, on peut mettre des dirigeants de fait qui ne sont pas officiellement nommés, mais qui vont véritablement gérer l'entreprise.
Et donc ça nous arrive souvent. Ça nous arrive également de voir que des sociétés, quelques semaines avant un aveu de faillite, vont migrer d'un arrondissement judiciaire vers un autre arrondissement judiciaire. Donc on va passer de Bruxelles à Liège, par exemple, ou l'inverse. Et donc c'est pour un peu brouiller les pistes. C'est malheureusement des choses qu'on voit assez souvent. Il y a des cas bien connus aussi par ici. Il y a des cas très connus par ici, avec des noms qui reviennent toujours dans les régions liégeoises, verviétoises. Donc il y a des noms, automatiquement ça clignote. Mais par rapport à ces dirigeants de fait et par rapport à ces dirigeants de droit qui ont démissionné, comme mon confrère le disait, peu de temps avant qu'il y ait une faillite, donc plusieurs mois ou bien parfois plusieurs années, il y a quand même des outils qui sont mis à disposition du curateur. Il va quand même pouvoir poursuivre l'homme de paille, qui en général est insolvable, mais il va quand même pouvoir remonter dans la ligne du temps sur le vrai responsable, le vrai administrateur. Et donc ça, il y aura cette possibilité de pouvoir réclamer des condamnations financières contre cette personne, pour peu qu'on arrive à prouver que c'est effectivement un gérant de fait effectif, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'on délègue la gestion à un homme de paille sur le papier que l'ancien gérant, l'ancien administrateur n'est plus responsable. Non, on pourra toujours le tenir responsable des actes qu'il a commis durant sa période effective officielle de gestion. Et après, s'il a continué à gérer de façon opaque la société, enfin cachée dans l'ombre, on pourra, pour peu qu'on dispose d'éléments qui permettent de dire que c'était lui qui était effectivement à la manœuvre, on pourra quand même obtenir sa condamnation. C'est le Code de droit économique qui prévoit justement ces dispositions particulières pour poursuivre ces gérants de fait. Donc c'est des cas qui sont bel et bien présents dans tout le pays. Oui. Et pourtant, on remarque qu'il y a bien une concentration au niveau de Bruxelles, comme vous pouvez le voir dans la carte qui s'affiche ici. Pourquoi, selon vous ? Ben ça, je ne sais pas exactement vous dire. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'activités commerciales sur Bruxelles, c'est une chose. Et puis alors, il y a peut-être de la connaissance de ce que il y a de moindres moyens qui, du coup, du fait de la masse qui se trouve à Bruxelles, permettent à certaines entreprises de se dire on va passer entre les mailles du filet. Mais je vous dis, parfois on voit l'inverse. On voit des entreprises qui sont sur Bruxelles et qui vont venir à Liège. Donc ça va vraiment dans les deux sens. D'accord, donc c'est vraiment un réseau national. Oui, je ne sais pas si on peut parler de réseau, en tout cas de pratique. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a des outils de contrôle qui sont là. On a les notaires qui sont là, notamment quand on constitue une société. On pourrait se dire que parfois, ils pourraient faire de plusieurs vérifications, pas juste ouvrir une société. Donc, il y a des outils qui sont mis à notre disposition qui ne sont pas toujours utilisés comme ils devraient l'être. Merci. Donc, nous, on a essayé aussi on s'est demandé pourquoi ils étaient tous à Bruxelles. On a essayé d'aller à la rencontre de ces anciens gérants. Direction Bruxelles. Direction Bruxelles donc, les adresses sur nos écrans se transforment en lieux réels, mais aussi en obstacles. Nous sommes à la recherche de ces hommes de paille, de ces anciens gérants qui, eux, ont tout fait pour disparaître dans la brume. Par équipe, on se répartit les adresses, on trace des itinéraires. Impossible de les contacter par téléphone, alors pas le choix, il faut aller toquer aux portes. On a sonné, attendu, ressonné, personne. Sans grande surprise, nos invitations restaient sans réponse. Était-ce une erreur dans l'encodage des adresses ou simplement un mauvais timing ? Difficile à dire, surtout quand nos seules informations proviennent de documents d'entreprise parfois datés de quelques années. Devant nous se dressaient des façades abîmées, presque abandonnées. Aucun nom sur les sonnettes, quand il y en avait, et qu'elles fonctionnaient. Un parcours qui nous a presque fait perdre espoir avant de tomber sur une première piste. Au numéro 70, boulevard Auguste Reyers, non pas une façade de maison, mais une institution bien connue. Nous nous sommes rendus devant le CPS de Schaerbeek parce qu'à cette adresse est domiciliée une top fighteuse ainsi qu'ancienne gérante. En fait, on peut se domicilier au CPS lorsqu'on est sans abri ou qu'on n'a pas de domicile fixe. Nous nous attaquons maintenant au roi de la faillite, top 1 en Belgique. Quelle surprise de voir que son dernier domicile en date n'est autre qu'une maison de repos. Je cherche monsieur. On nous a dit qu'il résidait devant la résidence. Oui. Non, il est parti de chez nous, il réside plus chez nous. Ah d'accord, vous savez où il est éventuellement aujourd'hui? Non, je ne sais pas vous dire, mais il est plus chez nous en tout cas. Oui,
Il est parti quand chez vous, vous savez? Plus d'un an déjà. Ah ok, ça. Même devant leur porte, impossible de leur parler. On nous dit qu'ils ne sont pas là, qu'ils viennent de partir. Donc ici on est à Schaerbeek, devant l'une des adresses des failliteurs. Quand on a sonné, une dame est sortie sur le balcon juste ici et nous a dit que le monsieur n'était pas là, mais qu'on pouvait laisser notre numéro sur un petit papier qu'on laissait dans la boîte aux lettres. Et vraiment 10 minutes après, il nous a rappelé en numéro masqué pour savoir justement comment on avait eu l'adresse, comment on avait eu le numéro, etc. Toujours pas de face à face avec nos faillis. Mais des discussions avec des voisins, avec des proches, nous permettent parfois de cerner les personnages. Chaque fois des huissiers avec des nouvelles sociétés, vous faites une liste, ils ont trouvé dans les 50 ans. L'inspection spéciale de femmes de l'enquête. Ils ont dit qu'il est un seul. Moi je ne comprends pas. Je me dis, alors autant être à l'escroc. Hein? Ouais. Non, avec nous. Ça, c'est trop d'avoir des détraqué avec la drogue, tout ça. Ok. Et il a déménagé? Vous savez? Ouais, ça fait longtemps. Vous savez pas où par hasard? C'est un drogué, c'est une droguiste. C'est un drogué? Des conversations depuis le balcon, des messages laissés dans les boîtes aux lettres, des rencontres avec les voisins, nous rentrons presque bredouilles. Au final, nous n'avons réussi à rencontrer personnellement qu'un seul failli. Difficile donc de trouver des personnes qui acceptent de nous répondre. On s'est vite rendu compte que beaucoup des prête-noms sont des personnes vraiment insaisissables, parfois insolvables, on l'a évoqué, des personnes sans abri, immigrés qui ne parlent aucune des langues nationales, personnes souffrant d'assuétude ou petits voyous plus dangereux. Des individus vulnérables évidemment, mais certains sont bien dans le coup. D'autres sont des victimes de ce système de faillite frauduleuse. Nous avons rencontré un homme qui s'est retrouvé pris au piège des faillites. Il était très difficile de communiquer avec lui à cause de la barrière de la langue. Mais nous avons réussi à capter discrètement un échange avec son épouse. Il lui a signé, mais il ne savait pas ce qu'il signait. Et pour après, il a fait prison pour ça aussi. Ok, ah ouais? Il fait 4 mois avec Brasserie. Oui, parce que l'entreprise, il a pris avec beaucoup de dettes. Et lui, il ne savait pas parce que tout le monde disait qu'il est patron. Mais Vous avez juste signé un papier en fait. Oui, je signe. Il ne sait pas, il ne comprend pas même parler, mais il ne sait pas lire. Mais pourquoi tu as signé quelque chose que je ne sais pas? Mais lui a eu confiance, ne te montre pas, jamais va faire du mal. Et maintenant, même sur le téléphone, il ne comprend plus. D'accord, donc vous avez pris la dette en fait. Mais oui, il a pris tout. Il a pris tout. La entreprise avec tout qui était dedans. Il ne s'était pas d'accord à prendre. Lui, il ne travaille pas parce qu'il est malade, il n'a pas de mutuelle. C'est maintenant le CPS peut-être l'hôpital. Moi, maintenant, je suis mutuelle, et nous deux, moi et lui, on vit ensemble avec 1580 € par mois, on est deux ensemble. C'est mon pays loyer, je ne sais pas. Il pleurait, il était fâché sur la nuit, il ne dormait pas, il disait pourquoi j'ai fait ça. Parce que lui, sur le Lianti, partout, il est gérant, il est patron, quoi. Ouais. Et là, il va dire, comme je te dis d'accord, chaque fois que tu as des entreprises, tu as des pas d'argent, mais... Mais donc dans ces histoires, les hommes de paille peuvent tout aussi bien être coupables que victimes. Mais Maître Frédéric, aux yeux de la loi, qui sont les criminels? D'abord, il faut voir si on peut parler de criminalité, mais tous ont une responsabilité en tout cas. Donc l'homme de paille a une responsabilité, donc de son acceptation de jouer la marionnette, en fait, il va pouvoir être condamné parce qu'il était effectivement gérant. Même dans des cas comme celui-ci, où le monsieur dit avoir simplement signé un papier. Bien sûr, oui, parce que signer, c'est s'engager, évidemment, vis-à-vis des créanciers, vis-à-vis de clients qui vont perdre de l'argent. Donc, il est responsable. Ce qu'il y a, c'est que parfois, c'est des gens qui sont insolvables. Et alors, comme on en parlait tout à l'heure, également, le vrai dirigeant, le dirigeant de fait qui est caché dans l'ombre, lui, on va essayer d'aller rechercher sa responsabilité, mais il faudra l'établir, et c'est si on arrive à montrer son application qu'on pourra obtenir une condamnation contre lui, pour peu qu'il soit également solvable. Il faut que parfois ça en vaille la peine. C'est clair qu'il y a des solutions, et la solution pour que des gens comme ça arrêtent de prêter leur nom, c'est de leur interdire de pouvoir le faire. Mais c'est encore une question de moyens, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre en branle toute une procédure pour les interdire de
de pouvoir être gérant ou bien d'avoir une activité d'entreprise. Mais ça veut dire que le parquet doit les citer, ça veut dire qu'il faut des moyens, quoi. Et je pense qu'à un moment, il y a un tri qui se fait également pour des plus petites activités en fonction d'un... On parle de petites faillites ou de plus grosses faillites, hein. La faillite d'un café où il y aura quelques dettes, bah, ça ne va pas être la priorité spécialement du parquet. Si c'est toujours le même nom qui revient, là, il y aura peut-être des poursuites. Par contre, une faillite où il y a énormément de clients qui sont lésés, parce que tout le monde a payé des acomptes et puis que, en définitive, ils n'ont rien reçu en retour, là, il risque d'y avoir des poursuites. D'autant plus que pour certains hommes de paille, récupérer des faillites est aussi tout un business. Certains profils de nos top 100 sont parfois bien atypiques. NS nous raconte l'histoire de ce serial failliteur actif dans les années 90. Regardez. Bienvenue aujourd'hui donc dans notre faillite parade, le top 100 des plus grands faillites de Belgique. Et aujourd'hui on s'intéresse au numéro 34, Marc De Schutter, avec 23 faillites à son palmarès entre 92 et 97, soit environ 5 par an. On peut dire que Marc De Schutter est un profil particulier, c'est un fameux personnage. Au-delà de sa carrière de faillite professionnelle, on peut dire qu'il a mené une vie très trépidante entre Belgique, Thaïlande et les Philippines. On peut dire quand même qu'il a beaucoup voyagé. Tout commence bien au début des années 90, il fait fortune grâce à Superclub, une boutique de location vidéo. Il est donc très connu à Anvers comme homme d'affaires. Mais voilà qu'en 1992, une première condamnation intervient pour une vente d'actions frauduleuses en lien avec Superclub. Pour retomber sur ses pattes, il se lance dans le commerce de carburant. Il trempe alors dans une affaire bien connue. Il vend 7,2 millions de litres de diesel, jusque-là aucun problème, mais les factures comme du mazout de chauffage. Et cette manœuvre lui vaut non seulement une amende de 23 millions d'euros, mais aussi son premier séjour en prison. Il descend ensuite dans le sud de la France pour monter des business plus ou moins clean. Mais voilà qu'une ancienne histoire le rattrape, la disparition de son ex-compagne, Vera Van Laar. Il est suspecté en effet d'être lié à cette affaire. La première enquête n'aboutit pas, faute de preuves. Le Belge préfère fuir ses problèmes, littéralement, puisqu'il part direction la Thaïlande. Mais une fois arrivé là-bas, il est arrêté par les autorités locales et extradé vers la Belgique, toujours pour la même affaire, la disparition de son ex-compagne. Retour à la case départ, voire même à la case prison, mais il est vite libéré, toujours faute de preuves. Bon, vous commencez un petit peu à connaître le phénomène. Il décide encore une fois de plus de fuir et il s'exile cette fois aux Philippines. Mais voilà que 2 semaines après son départ, il est déclaré mort. Et pour preuve, un acte de décès envoyé par le gouvernement philippin et un échantillon d'ADN provenant d'un morceau d'os. Et pour terminer avec une anecdote, vous vous souvenez de son séjour en prison? Eh bien sachez que pendant ce temps-là, il a écrit un livre, non seulement pour parler de son âge d'or, mais aussi pour clamer son innocence par rapport à la disparition de son ex-compagne. Le titre parle de lui-même, si on traduit en français « Comment je n'ai pas tué ma femme ». Et comble de l'insolence, il a présenté son ouvrage devant la presse en portant la chemise rose, la même chemise rose qu'il avait arborée lors de son arrestation en Thaïlande. Voilà, on a affaire ici à un cas presque caricatural de ces profils d'arnaqueurs, mais une fois qu'on a identifié la fraude ou la faillite frauduleuse, quelles sont les sanctions possibles ? Donc, il y a le curateur qui peut de toute façon entreprendre des actions contre ces administrateurs pour obtenir des condamnations financières contre eux. Il y a ce dont je vous ai parlé également, ces interdictions de devenir gérant ou bien d'avoir une activité d'entrepreneur. Et c'est depuis 2023, il y a un registre maintenant qui prévoit justement, c'est un relevé ou des administrateurs qui font l'objet d'une interdiction. Et on a accès, donc les gens ont accès à ces bases de données. Ça les empêche donc de devenir administrateurs, de pouvoir participer à la gestion d'une entreprise. Donc il va y avoir des sanctions financières d'un côté et des interdictions de l'autre côté. Et puis alors, il y a évidemment le volet pénal pour ceux qui vont encore un peu plus loin, c'est-à-dire ceux qui vraiment vont commettre des infractions pénales. Que ce soit des détournements, que ce soit des faux, que ce soit donc tout ce qui concerne vraiment le droit pénal. Face à des systèmes qui ont l'air assez bien connus, assez bien huilés, est-ce que ça vous semble être des sanctions assez fortes pour juguler ces systèmes? Oui, les sanctions sont bien faites, elles sont bien tapées, elles sont intelligentes. C'est juste un problème de mise en œuvre de ces sanctions. C'est vraiment ça. Je pense que les sanctions sont bien. Il faudrait juste, en amont, lors de la constitution de société, un plus grand contrôle.
qui se fasse. Parce qu'effectivement, on parlait d'une personne qui ne parle aucune des 3 langues nationales. À un moment, je pense que les notaires pourraient éventuellement faire des vérifications, mais qu'on leur donne des instructions évidemment législatives en leur disant vérifiez ça ou vérifiez ça. Ça peut s'améliorer en amont. Au niveau de la faillite, on dispose de moyens qui sont vraiment corrects. Eh bien, c'est juste pouvoir les mettre en œuvre, c'est pas évident. C'est une question de moyens. C'est une question de moyens en ce qui concerne les interdictions. Oui, ça oui. Pour les curateurs, ils ont toujours la possibilité de faire des actions. Donc ça, la balle est dans leur camp, évidemment. Moi, je suis curateur. Parfois, je fais des actions. Parfois, j'aurais peut-être dû en faire. Voilà, c'est à nous à faire le nécessaire. Ça, chaque curateur met les moyens qu'il veut dans la gestion de sa faillite. Merci pour votre éclairage tout au long de l'émission, Maître Frédéric. Quant à nous, au bout de notre enquête et de cette émission, on en vient à se demander si parfois ce n'est pas le système lui-même qui est en faillite. Et c'est sur cette question que nous clôturons notre émission spéciale Cash Out, la fraude invisible derrière les faillites. Un tout grand merci à nouveau, Maître Frédéric, pour avoir répondu à toutes nos questions. Et un grand merci à l'équipe derrière cette émission, à notre classe de master, nos professeurs et techniciens de département. Et merci à vous, derrière votre écran, de nous avoir suivis au cœur des faillites frauduleuses. Bonne soirée à vous.